Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Expat et compagnie, c'est avant tout un podcast pour vous faire rêver, pour vous emmener au travers du témoignage de mes invités à découvrir des destinations parfois connues, parfois moins connues, et de vous inspirer au travers de leur histoire pour réaliser votre propre expatriation et oser vous lancer. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Expat et compagnie. Aujourd'hui, je fais le choix de vous présenter un portrait singulier, celui de Cécile, qui nous parle depuis le Guatemala. Bonjour Cécile. Bonjour Clotilde. Je suis ravie de t'avoir avec nous sur Expat et compagnie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs, s'il te plaît ? Eh bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Cécile, j'ai 36 ans, j'ai grandi et vécu en région bordelaise en France et aujourd'hui je suis au Guatemala à Misco. À Misco, au Guatemala. Depuis 3 ans, Cécile partage sa vie entre la France et le Guatemala. Dans cet épisode, nous parlerons de pourquoi et comment elle en est arrivée là, pourquoi elle a choisi de ne pas choisir finalement, et nous parlerons également de son statut. Elle va nous raconter son histoire et de tout ce qui est ou tout ce qu'elle ressent, en tout cas de différent en termes de culture, d'habitude de vie, de cuisine, de langue, de relations humaines. Ça va être un épisode très riche. Bienvenue au pays des Mayas. Aujourd'hui, Cécile, depuis Mixo au Guatemala, c'est bien beau, mais si on est nul en géographie, où est-ce que c'est le Guatemala? Où est-ce que c'est Misco? Alors le Guatemala, c'est en Amérique centrale. Donc en gros, quand j'explique aux gens, c'est, tu vois, le Canada, les États-Unis, le Mexique, tout ça c'est l'Amérique du Nord. Et juste après, il y a le Guatemala et le Belize. Donc c'est les tout premiers pays d'Amérique centrale. Et c'est à peu près au niveau du tropique du Cancer. Ouais. Et du coup, on a d'un côté l'océan Pacifique et de l'autre côté la mer des Caraïbes. C'est bien ça? Exactement. Et alors, quelle est la capitale du Guatemala? Eh bien, Question très simple. c'est simplement Guatemala City. Enfin, c'est la nouvelle capitale. Et voilà. Et du coup, toi, à Misco, est-ce qu'on peut dire que ça fait partie de la ville de Guatemala au Guatemala? Bah, c'est un peu la banlieue, tu vois, on est collé, mais c'est comme, par Mhm. exemple, je voulais donner un, un exemple avec Paris, mais ça me vient pas, mais c'est vrai, vraiment une ville de banlieue de la capitale. On est collé, on est à 2 kilomètres de la capitale. Ok. Avant de parler de pourquoi et comment tu en es arrivée là, Cécile, je voudrais savoir, est-ce que tu avais des clichés, des idées reçues, des idées préconçues sur le Guatemala avant de venir, j'entends, avant que toute cette histoire démarre, avant de mettre les pieds au Guatemala, est-ce que tu avais des clichés, des idées préconçues? Non, en fait, en général, j'ai pas beaucoup de clichés dans la vie en général. Quand il y a quelque chose qui me porte par le cœur, j'y vais, puis je découvre sur place. C'est qu'on entend souvent dans les médias, oui, la ville de Guatemala, c'est dangereux, le Guatemala, c'est un pays dangereux, il faut être vigilant, etc. Est-ce que toi, c'est des choses dont tu avais entendu parler avant de partir? Est-ce que maintenant que tu es dans le pays, c'est quelque chose que tu peux nous dire qui est vrai ou faux? Bah, tu sais, avant d'aller au Guatemala, je suis allée en Honduras, c'est le pays où il y a le plus de criminalité. Donc, et j'y avais été comme ça, toute jeune, donc il y a 10 ans. Donc, moi, j'ai pas de crainte. Mes parents, peut-être, je pense. Tu vois. Mais moi, j'ai pas ces craintes-là. Et en fait, je pense que j'ai pas d'a priori, mais j'ai des intuitions, en fait. C'est-à-dire que si je le sens pas, j'y vais pas, mais si je le sens, j'y vais parce que je sais que j'aurai des choses à découvrir. Aujourd'hui, le Guatemala, c'est vrai que c'est pas un pays 100% safe, mais en fait, ça dépend de qui on est et où on va dans le pays. Par exemple, tu vois, moi, il y a des quartiers en France où j'irai jamais.
Il y a des moments de la journée ou de la nuit où je vais faire attention à moi, même en France. Bah, au Guatemala, c'est un petit peu pareil. On sait qu'il y a des endroits où pas aller, on n'y va pas. On sait que c'est un pays pauvre, hein, il y a beaucoup, beaucoup de pauvreté, de malnutrition, enfin voilà. Et donc, bah, on sort pas avec tous ces bijoux en or, tous ces... Voilà, on fait attention. Enfin, on respecte... voilà, on reste, on va dire, humble et on respecte les gens qui habitent ici. Oui, tout simplement, ça reste du bon sens. Oui. Être vigilant comme partout, être attentif à son sac à main, pas sortir à des heures tardives dans certains quartiers si on nous dit de ne pas aller dans ce quartier-là. Vraiment, Mhm. voilà, pas porter des choses de valeur, pas chercher finalement peut-être à attirer l'œil, mais en même temps, ça reste du bon sens, ça reste valable pour partout, hein. Oui. Et je pourrais rajouter, tu vois, par exemple, quand on est, je pense en tant que touriste et qu'on a l'habitude de voyager dans des endroits, dans des pays hein, moins développés ou plus pauvres que la France, on a l'habitude de faire attention à nos petites choses. Voilà, de toute façon, en général, on voyage léger. Quand on vient ici en expat, je vois beaucoup d'Américains, de Canadiens ici, avec des grosses voitures, ils ont des postes à responsabilité. Eux, par contre, ont peut-être doivent faire beaucoup plus attention parce que ben on sait qu'il y a de l'argent quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut ouais, il faut avoir plus de sécurité quand Mm. de par notre travail, de par notre statut, on dégage entre guillemets cette vision de l'argent avec nos grosses voitures, etc. Ouais, ok. En parlant de statut, on y reviendra tout à l'heure. En fait, Cécile, toi, tu partages vraiment ta vie entre la France et le Guatemala. C'est-à-dire que tu n'as pas un statut d'expatrié au Guatemala. Tu n'es pas non plus immigré. C'est encore une situation vraiment différente. C'est pour ça que je vous parlais d'un portrait un peu singulier. Et alors, on va découvrir pourquoi et comment, Cécile, tu en es arrivée à partager cette vie entre deux continents. Mhm. Oui, bah, donc mon statut aujourd'hui, j'ai toujours mon visa de touriste que je dois renouveler tous les 3 mois au bureau de l'immigration ou sortir du pays. Bah là, avec le Covid, c'est un petit peu compliqué, donc je vais voir comment je vais faire pour sortir du pays, puisque cette fois-ci, je reste 7 mois. Donc, tu vois, je suis un peu bancale, enfin 7 mois et demi même, donc je suis un peu bancale au niveau de mon visa, etc. Je l'ai déjà renouvelé une fois, et puis là, je devrais sortir du pays, mais du coup, ça revient cher, parce qu'il y a test Covid à la sortie du pays, test Covid à la rentrée pour revenir au Guatemala, plus les billets d'avion. Donc je suis en train de réfléchir comment je vais me débrouiller sans sortir du pays. Je vais essayer d'avoir la conciliance. Ça se dit la conciliance, oui, c'est peut-être ce mot. Je ne sais Des pas. autorités. Ouais, Donc là, si, je sais pas, être conciliant. ouais. Mais en tout cas, depuis 3 ans, tu fais des allers-retours entre les deux pays et cette année, ça se complique pour toi. Est-ce Mhm. que tu peux nous raconter ce qui t'a fait rester au Guatemala, ce qui t'a donné envie de partager ta vie entre les deux pays? Bah, c'était l'histoire d'un jour où c'est l'histoire d'un jour où j'ai fait un voyage. Donc en fait, l'histoire commence il y a très longtemps en fait. Le tout début de l'histoire, c'était il y a 11 ans maintenant, et j'étais partie, comme je t'ai dit, en Honduras au tout début pour visiter une copine qui était là-bas, naturopathe, qui était volontaire, faisait du bénévolat et tout ça. Et je me décide, je ne sais pas pourquoi, d'en profiter pour aller visiter le Guatemala parce qu'on faisait beaucoup d'escalade à l'époque. Et elle avait rencontré un groupe de copains qui étaient grimpeurs. Donc, et ben, tout simplement, on prend le bus et on va au Guatemala toutes les deux. On rencontre ce groupe de copains. Là, je rencontre ce groupe de copains de 4-5 gars. Et puis, il y en a un qui va m'aider ensuite à faire mon petit tour de 5 jours au Guatemala. Tu vois, en me réservant les billets de bus, etc. Donc c'était il y a Mhm. 11 ans, j'étais toute jeune, j'avais 25 ans. Et, et puis, voilà, bon, j'avais pas du tout choisi la bonne saison du Guatemala, puisqu'il y a saison sèche et saison humide. Donc il a fait que Mhm. pleuvoir. Pendant 5 jours, j'en pouvais plus. Et puis du coup, je suis rentrée en Honduras.
Et puis, ce garçon qui m'avait aidé à faire mon petit périple de 5 jours au Guatemala, il s'appelait Mario, et puis il m'avait vraiment... il avait été super chaleureux, il m'avait aidé à plein de choses. Ouais, c'était vraiment super. J'avais passé un petit peu de temps avec lui, parce que comme il pleuvait, bah, je m'étais un peu réfugiée chez lui en attendant, tu vois, que ça se tasse, et en attendant mon bus pour rentrer en Honduras. Et puis, je m'étais juré que je reviendrais, peut-être pas l'année qui suivait, mais 2 ou 3 ans plus tard, que je reviendrais au Guatemala pour profiter de la vie, du beau temps, quoi, Avec tu le vois. bon climat, à la bonne Exact. période cette fois. Voilà, tu vois. Et puis, tu sais, bah, la vie, elle passe, mais tellement vite. Là, on le voit en 2021, mais à l'époque, c'était pareil. Tu travailles, donc tu as les années qui passent. Et puis, un jour, je reçois un message de ce copain, Le fameux Mario, c'est ça? le fameux Mario, et qui me dit, bah dis donc Cécile, t'es jamais revenue au Guatemala, ça fait 7 ans quand même qu'on se connaît. Facebook me dit que ça fait 7 ans qu'on se connaît. Et là, j'ai dit, oh là là, mais oui. Et là, j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai dit, bah écoute, il faut que je revienne, donc j'ai 3 semaines à poser avant la fin de l'année. Dis-moi quand est-ce qu'il faut que je vienne pour éviter la pluie, et je viens. Et puis donc ça, c'était la discussion de mi-juillet, tu vois. Et puis en novembre, j'ai passé 3 semaines au Guatemala avec Mario qui m'a fait visiter tout le Guatemala, de long en large. Donc voilà. Et puis bah, forcément, non, c'était pas obligé, mais euh, l'histoire d'amour a commencé Ah, pendant on ces y trois est. semaines-là. Mais alors, depuis 7 ans, parce que Facebook, voilà, ça fait 7 ans que vous vous connaissez, que vous êtes amis sur Facebook. Mais depuis 7 ans, enfin, avant que l'histoire d'amour commence, quelle relation vous aviez tous les deux? Ah ben c'était bonne année, bon anniversaire. Ah oui, oui, vraiment rien. Et tu débarques au Guatemala et Mario, il te fait visiter en long, en large et en travers tout le Ouais. Guatemala pendant 3 semaines. Ouais, mais tu vois, je parlais d'intuition tout à l'heure et je sais pas, là je me suis dit, bah écoute, j'ai décidé Enfin, quand j'ai lu le message, en fait, je me dis, bah écoute, j'y retourne et je dis, est-ce que tu peux m'aider? Oui, je te fais tout visiter. Et enfin, je me suis jamais posé de questions, je me suis jamais Mhm. dit, est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? Non, c'était. Enfin, je le connaissais déjà, du coup, j'avais passé, je sais Mm. pas, une journée et demie avec lui 7 ans auparavant. Mais voilà, je sentais le truc, en fait. Enfin, je savais pas qu'il y allait avoir une histoire d'amour, tu vois. Mais je savais que j'allais passer un super bon moment, 3 semaines de folie à visiter un pays, au final, que je connaissais pas. Et voilà, l'intuition, je pense, je sais pas, tu le ressens au fond de toi, en fait. Et donc là, tu décides de foncer, donc tu prends tes billets d'avion, tu visites avec lui pendant 3 semaines, et après, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres chez toi, tu rentres en France? Ouais, je rentre chez moi et ben je savais que c'était pas juste une histoire de 3 semaines avec lui. Enfin, je savais que c'était lui en fait. C'est fou parce que ça m'était jamais arrivé avant de cette façon-là, quoi. Et du coup, quand je rentre quelques semaines après être rentrée, ben on Mhm. décide que lui va venir en France pendant 2 mois pour visiter la France, etc. Donc, et ça s'est bien goupillé, c'était super. Donc, c'était 6 mois plus tard. Donc, c'est long. Mais après, on a passé 2 mois trop bien. Il a rencontré ma famille, une grande partie de ma famille, mes amis. Il a des souvenirs fabuleux de la France. On a fait plein de visites. Donc, voilà, ça s'est super bien passé. Et ensuite, ben, je suis retournée plusieurs fois au Guatemala. 2 mois, puis ensuite 4 mois, puis ensuite 5 mois, puis ensuite 7 mois. De plus en plus. Ce qui nous emmène à la fameuse question, pourquoi Cécile ne choisis-tu pas de vivre soit en France, soit au Guatemala? Ou que Mario vienne en France, ou que vous restiez ensemble dans un autre pays, une terre neutre, quelque chose. Alors, moi, de mon côté, j'ai choisi de ne pas choisir. C'est-à-dire que j'ai besoin de passer plusieurs semaines ou plusieurs mois en France parce que j'ai ma famille, je suis très proche de ma famille. Mes parents, mon frère, mes neveux qui grandissent tellement vite, mes vieux papis et mamies, tu vois, 88 ans, 98 ans, etc. Donc, j'ai vraiment besoin d'être... 98 ans? Ouais, il va les fêter là bientôt, là, dans quelques jours.
Et donc j'ai besoin d'être là, de faire encore partie de leur vie et que fassent encore partie de ma vie. Même si aujourd'hui avec les réseaux sociaux, bon ben c'est très facile, mais c'est pas pareil avec la relation quand on Mm, est face à bien sûr, face. ouais. Et j'ai pas. Donc voilà pourquoi j'ai besoin d'être en France et j'ai besoin d'être au Guatemala parce que bien sûr il y a Mario. Alors on pourrait dire oui effectivement, mais Mario il pourrait venir au Guatemala, mais il pourrait venir en France. Mais Mario, je pense qu'il serait super triste de vivre en France, à moins d'habiter dans les Alpes ou dans les Pyrénées, parce que Mario, lui, il est guide aventure ici au Guatemala. Il fait visiter les volcans actifs, il fait des treks de plusieurs jours. Enfin, il est très, très nature, donc il faudrait vraiment être dans ce même, dans ce même Environnement. contexte. Mm. Ouais, même environnement, même contexte. Et puis en fait, moi, ça me va très bien d'être au Guatemala, de pas être dans une vie aussi tout à fait normale de métro, boulot, dodo. Je pense que j'avais besoin aussi de me sortir de cet automatisme ou de cette vie normale. Euh, donc voilà pourquoi j'ai pas choisi. Et puis pareil, on n'a pas choisi une terre neutre parce que bah, c'est la même chose. Et puis ici, tu sais quoi, ils sont tellement chaleureux, les gens, t'as pas envie de partir d'ici. T'as pas envie de partir? Eh oui, quand je demandais à Cécile en off, qu'est-ce que tu aimes au Guatemala, elle m'a répondu, j'aime les gens chaleureux, j'aime l'entraide qu'il y a ici, j'aime les volcans, les temples, les fruits, les plages de sable noir, etc. Il y avait tellement de choses. Alors, du coup, on va en venir à cette question. Cécile, quelles sont les principales différences culturelles auxquelles tu as été confrontée, qui ont été marquantes pour toi Alors, il y a un truc qui m'a. Alors, pas confrontée, parce que moi, je m'adapte à tout, et puis comme j'ai pas d'a priori, tu vois, je prends tout ce qui vient comme ça. Mais il y a un truc qui m'étonne toujours aujourd'hui, c'est le nombre d'églises qu'il y a dans ce pays et les incantations à Dieu dans tous les sens. Donc, alors pour resituer le Guatemala, le peuple initial, ils sont mayas, donc ils ont toute une tradition maya. Il y a encore plein de femmes qui ont les habits traditionnels qui sont magnifiques d'ailleurs. Les hommes moins, mais il y a encore des villages où tout le monde est encore habillé traditionnellement. Et dans la capitale, il y a encore des femmes habillées traditionnellement, c'est très très joli. Et à côté de ça, eh ben, tu sais, le Guatemala, il y a maintenant 500 ans presque, a été, bah, on va dire, envahi par les conquistadors espagnols et mexicains. Et le but était de récupérer toutes les terres et d'évangéliser tout ça. Et ben, ils ont vachement bien bossé, les gars, hein, parce que bah, il y en a de partout des églises encore aujourd'hui. Ça se construit. Ça se construit de partout, tu as des très belles églises et puis tu en as des briquets de broc. L'autre jour, avec Mario et son papa, on était en train de voyager dans le pays et on a traversé un village. Je sais pas, il devait y avoir 500 habitants au total, et encore. Et on a compté 12 églises sur le long de la route qui faisait, je sais pas, 1,5 km. Et 12 églises, alors chacune avec des noms différents, parce que tu sais, tu as plein de branches maintenant différentes. Ici, ils sont très évangélistes. Et voilà, donc sur les voitures, c'est La vida es un regalo de Dios. Euh, sur les tuk-tuk, les bus, sur les petites échoppes où tu peux acheter tes cacahuètes et tes cigarettes. Pareil, Dieu est mentionné partout, partout, partout. Donc ça, c'est quelque chose qui est frappant, surtout quand on vient de France où justement, bah, tout ça, on n'a pas le droit. Et puis, Oui, il n'y a pas du tout ça, ça voilà, et puis, n'existe pas, oui. Donc en fait, ce qui reste de l'influence espagnole, c'est la langue. On l'avait oui, pas mentionné, mais du coup, tu nous l'as dit, tu oui. nous as parlé espagnol. Et ces fameux lieux de culte un peu Ouais. partout. Et C'est fou. cette bivalence, non, le mot, c'est pas bivalence. Enfin, c'est avoir ce côté maya traditionnel et catholique évangéliste. Moi, ça, c'est ce qui est Ce le contraste. contraste, oui, parce que c'est les femmes habillées traditionnellement en habits traditionnels maya qui vont dans ces églises, entre autres, hein, il n'y a pas que. Mais du coup, moi, ça me dit, enfin,
ça me choque ou ça m'étonne, tu vois. Je me disais, ah, c'est marrant parce qu'elles ont encore tout le traditionnel maya et pourtant elles sont catholiques. C'est vraiment bizarre. Enfin, ça me... Ouais, c'est un contraste étonnant. Ouais. Mhm. Et alors, ils sont comment, leur habit traditionnel maya? J'imagine que c'est très coloré, c'est des tissus... Alors, ça dépend les régions, parce au Guatemala, il y a des régions froides, enfin froides, non, tempérées et d'autres très très chaudes, donc les habits changent un peu. Les couleurs changent pour chaque village, mais sinon, c'est des habits. Les habits traditionnels, c'est chaque personne qui tisse avec un métier à tisser très très simple. Sa longue jupe, son huipil, donc le huipil, c'est le haut, alors très difficile à décrire, mais c'est un haut avec plein de couleurs, avec donc ce tissage à la main, plus de la broderie, des fois même maintenant il y a des petites strass. Voilà. Et dans chaque pays, dans chaque village, bah, tu retrouves les mêmes motifs en fait. Par exemple, il y a un village, ça va être des oiseaux, donc tu vas avoir plein d'oiseaux sur leurs habits. D'autres, ça va être je sais pas, le vent, donc tu vas avoir un symbole du vent, etc. Ah, c'est magnifique. Je suis déjà en train d'imaginer les rues avec les gens colorés, les marchés avec tous ces tissus. Waouh. Et du coup, est-ce que toi, tu t'es approprié certaines choses de cette culture? Est-ce que, en termes de vêtements, de nourriture, de façon de vivre, tu t'es adapté, comme tu disais que tu t'es adapté hyper facilement au pays? Est-ce que tu as changé tes habitudes? Alors, je me suis très bien habituée à l'espagnol parce que bah, moi, je parlais pas espagnol il y a 3 ans, hein, donc j'ai pas fait espagnol à l'école. Ah oui! Non. Donc, petit à petit, bah, en fait, tu sais, quand tu es en immersion, bah, tu es obligé d'apprendre, tu es obligé de parler. J'ai pris quelques cours quand même pour un peu aller plus vite sur certains points. Mais donc voilà, depuis 3 ans, je parlais espagnol. Avant, je parlais pas. Donc ça, ouais, c'est quelque chose de chouette. Mais ici, l'espagnol est beaucoup... Enfin, la musicalité de l'espagnol est beaucoup plus agréable que l'espagnol qui parle d'un trait... enfin, l'espagnol d'Espagne, quoi, tu vois, les Espagnols parlent très 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 vite. Ici, ils parlent vite, mais c'est nuancé, un peu comme nous en français, tu vois, tu as une musicalité, donc pour moi, c'est plus facile. Pour la nourriture, bon, moi je mange très 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 peu de viande et ici sont très 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 viande, poulet, saucisses, chorizo et tout ça. Donc je mange très peu local finalement, mais quand des fois quand même je me dis ah quand même il faut que je m'imprègne de la culture culinaire. Donc là oui je vais manger du pépian et donc tu vas avoir un mélange de soit un mélange de viande, soit du poulet avec une espèce de sauce épicée, mais pas épicée piquant, tu vois, épicée avec plein d'épices différents, locales bien sûr, et des super légumes cuits dans cette sauce. Donc voilà, ça c'est super bon. Et sinon, à la maison, donc on est plutôt, mon copain, il est végétarien, il a vécu lui 6 ans au Mexique, donc en fait, on mange ici à la maison, on mange mondial, on va dire, végétarien mondial. Ok, ok, d'accord. Et tu nous disais que du coup, ton compagnon Mhm. Mario est guide. Oui. Est-ce que du coup, ça veut dire que vous partez souvent en vadrouille tous les deux à la visite du pays? Oui, alors c'était surtout les 2, 3 premières années, enfin oui, les 2, 3 premières années où on visitait beaucoup parce que j'avais encore plein de choses à découvrir. Il y a des endroits qu'on connaît, où on a envie de retourner, comme le super lac d'altitude qui s'appelle Amatitlan, qui est bordé de volcans. C'est juste magnifique, tu vois, tu as l'impression que tu es dans un monde à part. Donc là-bas, on connaît très très bien, mais on y retourne quand même régulièrement. Euh, Avec lui, de temps en temps, je l'accompagne quand c'est possible, quand il est avec des clients sur le volcan Akatenango, qui est une rando de 2 jours, où on marche 5 heures, 5-6 heures le premier matin, et à peu près la même chose le lendemain. Et on voit, là, on a un spectacle juste magnifique. On donne sur un autre volcan qui, lui, est super actif. Donc, on le voit exploser plusieurs fois par heure. Enfin, on s'en lasse pas. Tu vois, j'y suis allée une dizaine de fois. La dernière fois, c'était il y a 10 jours. Et je suis encore comme une petite fille en waouh!
non, mais c'est incroyable, etc. Tu vois. Donc, Ah ouais, génial. Non mais ouais, génial. Il faut quand même qu'on le dise, qu'on le mentionne. Le Guatemala est un pays qui a 30 volcans, ouais, c'est à peu dont près 2 ça. actifs. Dont 3 actifs, Hmm. ouais. Et 3 trois, ouais. actifs. Ah oui. Et donc celui-ci qui est plutôt connu, alors je sais pas si je vais bien le reprononcer, c'est le volcan de Akatenango, Oui, Akatenango. c'est Oui. ça? Akatenango, donc encore actif. Et tu me disais, il faut 2 jours de randonnée parce qu'il est situé à 3900 mètres d'altitude. Alors oui, c'est ça. Alors en fait, on commence la rando à peu près à 2000. Alors attends, 2400 mètres d'altitude. Et le sommet, il est à 3970 mètres. Ouais. Il y a un campement où on reste la nuit. Là-haut, donc on dort à 3550 mètres d'altitude. Et Waouh. c'est hyper, la route est hyper inclinée. Et en plus, on a des sacs à dos plus ou moins lourds. Ça dépend si on prend des porteurs, etc. et combien on en prend. Mais tu vois, c'est vraiment un effort de dingue. Pour moi, j'ai beau l'avoir fait 10 fois, c'est toujours difficile. C'est toujours une Mais une fois que tu aventure. arrives là-haut, ouais, c'est toujours une aventure. Mais quand tu arrives là-haut, t'oublies que t'es fatigué, t'oublies que t'as mal au mollet. Et juste, tu profites du spectacle de l'autre volcan qui est actif. Il s'appelle Fuego. Et tu restes comme ça, les yeux ouverts, grands ouverts. Tu essayes d'en prendre un maximum. Et tu le vois de Magnifique. jour, de nuit, pour le lever du soleil, le coucher du soleil. Donc, tu as toute toute la lumière possible avec ce volcan. Donc, c'est vraiment, vraiment chouette. J'imagine qu'il doit faire froid. Ah ouais, punaise. Alors, en fait, il fait hyper chaud tant qu'il y a le soleil est là. D'ailleurs, ça tape, tu vois, ça tape fort. Quand on a altitude, on a moins de protection au niveau de l'air, etc. Donc, ça tape fort. Par contre, dès qu'il se cache, dès que le soleil se couche, là, il y a un petit vent qui arrive. Et puis, bah, tu t'es glacé. C'est-à-dire que, donc, nous, on dort en tente. Enfin, nous, enfin, tout le monde Mhm. d'ailleurs qui campe là-bas, Oui. dort en tente. Et on a des super duvets qui vont jusqu'à -7 ou -10 degrés pour avoir un semblant de confort quand même, de ne pas avoir froid la nuit. Mais tu vois, dans ce duvet, je dors avec 2 pantalons, enfin un collant, un legging, un pantalon de jogging et 2, 3 couches en haut. Des fois, je garde mon blouson de ski sur moi et mon bonnet. Donc oui, il fait très très froid la nuit là-haut. Et sinon, le reste de l'année, qu'est-ce qu'on a comme climat? Enfin, pardon, le reste de l'année. Là, on parlait d'en altitude, mais sinon, qu'est-ce qu'on a comme climat le reste de l'année? Tu disais, il y a 2 saisons, saison sèche, saison humide. Ouais. Alors on a 2 saisons et en plus de ça, on a 2 altitudes. Donc sans parler des volcans qui sont très hauts, on a toute une partie du pays qui est au niveau de la mer. Donc là, quasiment toute l'année, il fait quand même une trentaine de degrés, entre 30 et 35 degrés, mais qui sont ressentis beaucoup plus chauds parce que c'est très humide. Tu vois, c'est plus des grosses forêts, de la jungle, etc. Donc tu as toute cette humidité qui reste pas mal. Même en saison sèche, tu vois, c'est très humide. Et tu as une autre partie du pays qui est en altitude. Par exemple, nous, à la capitale, on est à 1500 mètres d'altitude. Ah oui, quand même, déjà. La jolie ville d'Antigua aussi. Mhm. Et ici, tu vois, donc quand la saison sèche, donc la saison sèche, c'est de novembre à début mai. Il fait bon, il fait bon, il appelle le Guatemala, c'est le pays du printemps éternel. Donc il fait entre 25 et 33 degrés, on va dire à peu près. Il va te faire très chaud au soleil parce que comme je te disais, à 1500 mètres d'altitude, tu sais, le soleil il tape. Enfin, quand tu vas au ski, Mm, par exemple, tu sens que le soleil est oui, dur. tu mets de la crème solaire. Voilà. Donc, il tape. Par contre, dès que tu vas à l'ombre, tu as toujours un petit air agréable. Donc, dès que tu as chaud, hop, tu te mets à l'ombre et tu es bien, en fait. Donc, ça, c'est super cool pour la saison sèche. Et la saison des pluies, en général, alors, il me semble qu'il fait un tout petit peu plus chaud et qu'il pleut.
Donc, c'est moins drôle, quoi. Parce que, alors, il pleut pas, c'est pas la mousson, il pleut pas non-stop, nuit Mm. et jour, hein, c'est pas la mousson. Mais il va pleuvoir quand même tous les jours, à peu près. Enfin, de ce que j'ai vécu, tu vois, c'est plutôt dans l'après-midi et la nuit. En général, le matin, en général, on a toujours quand même un petit coin de ciel bleu, ou en tout cas, si c'est pas du ciel bleu, on peut faire nos activités le matin à l'extérieur. Mais par exemple, tu vois, la saison des pluies dans le nord du pays, là, quand on est au niveau de la mer, là par contre, il pleut vraiment dur, 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 et ça ravine, ça ravine. C'est plus, je pense, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est plus la saison des pluies est plus prononcée dans le nord du pays, donc à Dans le niveau nord. de la mer. Mm. Ouais. C'est joli, tu nous disais que c'était le pays du printemps éternel, c'est très très Ouais. joli. C'est aussi le pays des Mayas et c'est aussi le pays où les gens ont une taille très petite, c'est les gens les plus Oui. petits du monde. Et je trouvais ça rigolo de le mentionner. C'est vrai que ça doit être rigolo. C'est flagrant ou pas, finalement? Ouais, Ou est-ce c'est qu'on s'en flagrant. fiche un Alors, petit peu? oui, ça se voit, on le rencontre surtout quand on est une fille qui est pas très grande, tu vois. Moi, je fais 1,63 m. Et ben, je suis plus grande que la majorité de tous les hommes mayas, hein, du coup, parce qu'ici, tu as un côté d'hommes, enfin, une population issue des Mayas, et puis une population issue de toute l'immigration qu'il y a eu depuis 500 ans. Mais tout ce qui est effectivement Maya, oui, ils sont tout petits. Ils sont petits, alors c'est peut-être génétique, mais c'est aussi le fait qu'ils sont très mal nourris quand ils sont enfants. Et donc au niveau de la croissance, c'est ralenti. Parce que tu vois, quand on trouve des... Par exemple, moi j'ai un... Enfin, je connais quelqu'un qui est guatémaltèque, mais qui a grandi, qui a été en France très très tôt et qui a grandi en France. Et il est bien plus grand que tous les Mayas d'ici, par exemple. Hmm. Ouais, du coup, ça rend le petit fun fact plus très très fun en fait. C'est pas très drôle du tout. Non, Je viens de me rendre compte de ce que j'ai dit, j'ai presque envie de le réenregistrer. ben, c'est intéressant, je trouve, justement. Ouais, ouais, ouais. C'est Non, mais intéressant. c'est hyper intéressant. Et je me suis renseignée, la taille moyenne des Guatémaltais, c'est 1,49 m. Ouais, c'est possible. Ouais, ouais. Par contre, tu vois, comme je te disais, pendant 500 ans, il y a eu beaucoup d'immigration, donc tu as tous les Espagnols qui ont la taille qu'on connaît, nous, en Espagne, tu vois. Il y a aussi des Allemands qui sont ici aussi très, très grands. Enfin, des Mhm. Allemands, des descendants d'Allemands, eux, bah, ils ont leur taille normale, quoi. Ouais. Et Mario, on peut savoir est-ce il est petit ou il est grand? Bah, Mario, en fait, justement, l'autre jour, on se posait la question sur ses origines. Parce qu'à part sa couleur de peau, au niveau des traits du visage, etc., ou même les cheveux, il a rien de Maya. Donc, ça doit être un mélange de plein de choses, je pense. Donc, peut-être un petit peu de Maya quand même, de Caribéen, parce qu'il a les cheveux bouclés presque, et d'Espagnol ou d'immigrés à un moment donné, tu vois. Donc du coup, Mhm. il est pas très grand, mais il fait 1,70 m, je pense, donc il est pas petit non plus, quoi. Ah oui, non, il fait 1,70 m, d'accord, Mhm. ok. Ah oui, d'accord. Ok. Euh, on arrive bientôt à la fin de cette interview. C'est passé Mhm. hyper vite. Ouais. Euh, Cécile, comment tu vis la relation avec tes proches restés en France? On a peut-être déjà un petit peu abordé le sujet, mais est-ce que tu avais un message particulier à nous faire passer ou... Ce que je peux dire, par exemple, tu vois, c'est que je suis super loin, mais ma famille fait en sorte que je sois toujours dans leurs pensées, etc. Parce que souvent, tu vois, je regrette de ne pas être là pour les anniversaires des petits, de ne pas être là pour ceci, cela, pour la naissance de mon neveu il y a 5 jours. Mais tu vois, ma mère me rassure par WhatsApp, enfin, que ce soit des messages écrits ou des appels, elle me dit mais tu sais Cécile, c'est pas parce que t'es loin que t'es pas dans notre cœur, justement on pense toujours beaucoup à toi, on parle de toi, on s'imagine où t'es pendant qu'on parle de toi, etc. Donc voilà, ma mère fait en sorte que j'ai pas cette pointe au cœur quand même d'être loin d'eux, tu vois, elle me culpabilise pas du tout, justement, elle me dit vis ta vie,
Quand tu seras là, on en profitera, mais en fait, ne sois pas au Guatemala en ayant la tête en France et inversement, profite de là où tu es. C'est un très beau message finalement, c'est vraiment hyper cliché, mais c'est profiter de l'instant présent et effectivement de ne pas se culpabiliser en se sentant pas au bon endroit au bon moment et en se culpabilisant de louper des moments. Le principal, c'est que tu sois heureuse de ce choix de vie que tu as fait en pleine conscience finalement et avec ce feeling, comme tu disais, qui a dû être bon et qui est encore bon. Sinon, je suis sûre que tu saurais faire la part des choses et changer ce qui ne va pas. Et alors, Cécile, où est-ce que tu te vois dans les 5 prochaines années? Alors là, tu sais, j'ai aucune idée parce que déjà le temps passe tellement vite et j'ai tellement toujours plein d'idées aussi en tête, des choses que j'ai envie de faire, de réaliser, de découvrir, que je me fais pas trop de plans à 5 ans, c'est trop loin, enfin c'est trop loin et c'est trop étranger pour moi en fait, de Mhm. planifier des choses aussi loin. C'est fou. Bah, je promettais à mes auditeurs un épisode avec un portrait singulier, le tien. Et effectivement, Cécile, elle est vraiment dans l'instant présent, le feeling, et c'est hyper beau, surtout en ce moment. On est beaucoup à se plaindre de ne pas pouvoir partir, de ne pas pouvoir réaliser nos rêves. Et finalement, pour toi, ça complique un petit peu les choses, mais tu t'en sors quand même. T'es au Oui, Guatemala et tu vas quand même pouvoir rentrer et d'ici quelques mois continuer tes allers-retours. Et alors, on arrive à cette dernière question qu'on te pose souvent, mais du coup, Cécile, tu travailles dans quoi? c'est vrai parce que avec mes allers-retours, c'est un petit peu bizarre. Et donc on pose toujours cette question. Et bah, tu vois, moi j'ai travaillé avant de partir au Guatemala, j'ai travaillé 10 ans en transport logistique à Bordeaux, à Paris, pour des entreprises publiques, privées, etc., pour l'armée même. Et puis, bah, tu vois, j'ai acquis plein, enfin vraiment, moi j'aime bien organiser les choses, j'aime bien créer des séjours, des itinéraires, tu vois, même si c'était pour ma famille au début. Et du coup, le fait en plus de ne pas vouloir choisir d'être en France ou au Guatemala, ou même peut-être dans le futur dans d'autres pays, euh, j'avais besoin de créer mon activité à moi parce que j'allais pas trouver, enfin, ça allait être Mhm. compliqué de trouver un travail et un patron qui, Oui, qui me laisse faire les allers-retours comme ça. il fallait que tu adaptes ton travail à ton mode de vie et pas l'inverse. Exactement. Et du coup, bah, en fait, c'est venu un peu naturellement comme Mario est guide aventure et qui m'a fait aussi visiter tout le Guatemala de long en large. Je me suis dit, bah attends, moi j'adore ce pays. euh, il est très peu connu en France, tu vois. Enfin, on connaît le Costa Rica, mais C'est vrai, c'est vrai. enfin, c'est que le Costa Rica, tu vois. Donc je me dis, mais attends, pourtant c'est quand même un peu touristique, tu vois. Il y a des Américains, des Canadiens, donc ça veut dire que ça intéresse, tu vois, les gens. Et puis moi, ça m'intéresse moi, donc j'avais envie de partager ça avec bah, les Français, en fait. Tu vois, faire un peu la promotion du pays au final. Donc je me suis dit, bah écoute, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut pour faire travel planner, mais spécialisé Guatemala. Je veux pouvoir euh, conseiller, renseigner les gens sur le Guatemala parce que je connais maintenant bien suffisamment le pays. J'ai des bases solides avec Mario et son papa qui connaissent mais un rayon en tout ce qui est tradition, tout ce qui est les trucs à voir, etc. Donc je dis, bah voilà, je vais faire travel planner spécialisé Guatemala pour les particuliers. Et puis après, je me dis, attends, je peux aussi proposer aux profs de yoga de créer leur retraite de yoga au Guatemala, parce que bon, moi je fais du yoga du coup depuis 10 ans maintenant, et j'adore cette communauté. Pareil, j'ai envie qu'elle découvre ce lieu où c'est carrément adéquate pour faire des retraites, découvrir plein de choses, se recentrer sur soi-même aussi, etc. Et puis, bah, entre-temps, quand même, il y a eu le Covid. Donc, bah, il y a eu aussi la peur des gens. Et du coup, j'ai dû un petit peu, pour le moment, me repositionner un tout petit peu en attendant, tu vois. Mhm.
Et je me suis dit, bah tiens, je vais rester à travailler avec les profs de yoga parce que, bon, voilà, je fais partie de la communauté, je les adore, j'adore toute la bienveillance qu'il y a là-dedans. Et je vais les aider à créer de A à Z leur retraite, alors en France ou à l'étranger du coup. Mhm. Mais voilà, les guider petit à petit pour qu'ils se sentent rassurés, qu'ils sachent où aller, à quelle étape ils sont de leur création, à quoi il faut penser pour qu'elle soit rentable quand même, tu vois, qu'ils Mhm. puissent en tirer un certain bénéfice, etc. Donc, et tout ça, je peux le faire de France, du Guatemala, du moment que j'ai un bon Wi-Fi et mon ordinateur avec moi, je Mhm. peux travailler d'où je veux. Super, bah écoute, super. Je pense que t'as trouvé chaussure à ton pied. Ou plutôt, Ouais, t'as j'ai créé une créé. chaussure pour ton pied. Oui, exactement. Et ça va être ça pour un moment, jusqu'à ce que mon pied grandisse trop et qu'il va falloir que je remodèle quelque chose autour de mes envies, de mes besoins entre ma vie pro et ma vie perso. Super. Donc c'est le moment de la petite interview dans l'interview. Cécile, quel est ton endroit préféré dans le monde? Alors, il y a plein d'endroits en France que j'adore, bien sûr, franchement, parce que la France, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment top. Mais je pense que je vais choisir cet endroit dont je t'ai parlé, le sommet d'Akatenango, Camboa Fuego, ou même le sommet de Tarumulco, où on voit à 300 km de là, tu en es à 4000 mètres d'altitude aussi, même plus 4220. Donc je pense que ça va être, de toute façon, c'est un sommet d'un volcan. Parce que tu es tellement haut et tu vois tellement loin et tu vois... C'est beau, mais en plus de ça, c'est pas juste beau. Enfin, moi, quand j'y suis, je ressens une sérénité, une confiance en moi. euh, je ressens aussi que je suis une toute petite chose dans le monde et enfin, en même temps, je sens que j'en fais partie. Donc c'est non seulement c'est beau, mais ça apporte tout ça aussi. Donc ça, c'est vraiment mon endroit à moi et c'est un peu mon trigger, tu vois, c'est le truc quand j'ai besoin de me reconcentrer ou quand ça va pas, parce qu'il y a des moments où ça va pas, tu vois, j'essaye de me visualiser là-haut avec cette lumière, ce vent, ce paysage et ça va mieux. Et j'ai envie aussi de te partager l'endroit de Mario qu'il préfère. Alors, pas au monde peut-être, mais au moins en France, quand elle a visité la France. On a été à... On a visité plein de choses. Mais depuis, il ne parle que de Saint-Émilion. Donc Saint-Émilion, c'est en Ouais. Gironde, je crois, hein, ou c'est en Dordogne. Enfin bref, c'est pas très... C'est à 45 minutes de Bordeaux. Et c'est une vieille ville viticole. Enfin, bon, on connaît Oui, Saint-Émilion, on je connaît pense, mais Saint-Émilion. c'est à visiter. Et c'est l'endroit qu'il adore. Ah, c'est marrant. C'est quoi? C'est la vieille pierre? C'est les vignes? Ah, Ouais. c'est drôle. Mais oui, parce que ça existe pas quelque chose comme Mhm. ça ici au Guatemala, d'aussi vieux. Enfin, si, aussi, il y a les temples mayas, mais enfin, ça n'a rien à voir du coup, c'est Ouais. vraiment différent, quoi. Ouais, pour lui, ça doit être assez incroyable. Mais toi, tu vois, t'es épaté par voilà, le volcan en éruption, parce que bah, on n'a pas de volcan actif en France. Donc ouais, chacun ses petits trucs. Et en termes de cuisine, quelle est ta meilleure découverte culinaire au Guatemala? Alors, depuis, je suis devenue un peu allergique parce que j'en ai trop mangé, mais c'est l'ananas, parce que ici, ils sont mûrs. Tu vois. Ils sont mûrs, ils sont pas acides, ils sont sucrés. Donc l'ananas, la mangue. euh, et après, bon, j'aime aussi beaucoup je t'ai parlé du pépian tout à l'heure. Oui. J'aime beaucoup, mais du coup, il y a de la viande dedans et nous, on en mange très peu. Mais c'est quand même super bon quand même. La sauce, les épices, tout Hmm, ça, c'est ok, super top. bon, je note. Et à l'inverse, quelle est ta pire découverte culinaire au Guatemala? Ça va être un fruit aussi. Donc, il y a beaucoup de papaye ici. Alors, je peux pas. Moi, c'est pas possible. Et il y a un truc encore pire, ça s'appelle... Enfin, pour moi, c'est un autre fruit qui s'appelle sapoté. Euh, le goût, la texture, c'est juste pas possible. Je pense que même si j'avais que ça à manger, je suis pas sûre que je le mangerais. Tu vois?
Et c'est moi qui connais pas du tout. Si on connaît pas, ça ressemble à quoi ça... Ah, alors c'est un fruit. En plus, c'est moche. Bon. Ça a une espèce de peau rugueuse entre vert et gris. Tu le coupes, donc c'est entre 8 et 15 centimètres. Quand tu le coupes en deux, tu as une seule grosse graine, noyau, on va dire, un peu allongé. Et la chair est orange en général. Mais tu vois, c'est pas une chair juteuse, c'est une chair, tu vois, je sais pas comment dire. Molle. Ouais, molle. Tu vois, soit il y a trop d'eau, soit il n'y a pas assez d'eau. Enfin, tu vois, c'est entre deux substances différentes. Et le goût est pas... Non, j'aime pas Tu peux nous trop. redire le nom, comme ça on retient pour ne pas l'acheter. Alors, ça s'appelle sapoté. Et Sapoter. sapoté. Ok. Et il y a un autre fruit qui y ressemble qui s'appelle chico sapoté, qui est plus petit. Et là, ça va. Ça, je l'aime bien. Et pourtant, il lui ressemble. Donc, c'est très subtil, la différence. Ok. Le sapoter, c'est pas bon. Ok. Est-ce que tu aurais, pour terminer cet épisode, une anecdote à nous partager? Que tu as vécu au Alors, Guatemala, bien sûr. il n'y a pas longtemps, donc c'était il y a 3 4 semaines. Alors, donc le Guatemala, il y a des volcans en éruption et il y en a un à 25-30 km de la maison, il s'appelle Pacaya. C'est un volcan assez accessible à pied. Petite pause. Est-ce que vous avez entendu, chers auditeurs, le volcan est à combien? 30 km de ta maison? Ouais, 25-30 km à peu près, ouais. Actif. Actif, oui. Voilà. Non mais juste, voilà, pour rappel. Je peux Mais tu sais continuer. il y a des gens qui habitent sur les flancs de ce volcan. Non mais Donc, chacun fait ce qu'il veut. et donc ce volcan est très 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 actif depuis maintenant 2 mois, je crois. Et là, il y a 3 semaines, il nous a fait carrément des grosses... C'est pas des explosions, lui, il explose pas, mais il crache de la fumée, enfin des cendres même. En fait, il crache, tu sais quoi? Il crache du sable extrêmement fin, du sable noir, en fait, c'est presque du verre. Et du coup, avec les vents, etc., on s'en retrouve partout sur la maison. Dans la maison aussi, si on laisse les portes ouvertes, enfin même si on les ferme d'ailleurs, ça rentre partout. Et donc je passe les balais, toutes les 2 heures, je passais le balai et je récupérais des cendres. Mais le pire, c'est que ils ont dû fermer, je pense, 24 ou 48 heures l'aéroport. Parce que c'est pas juste des cendres très légères, c'est du verre carrément, du verre, du sable. C'est trop lourd c'est trop lourd et trop dangereux et ça fait trop de poussière pour que les avions décollent. Donc ils ont dû fermer l'aéroport 24 ou 48 heures en attendant que ça se tasse un petit peu et que les gens nettoient aussi les pistes d'atterrissage pour éviter d'avoir cette poussière noire et obstrue la vue des pilotes. Hmm. Ok, waouh. Sacrée histoire, sacrée histoire. Merci Cécile d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Expat et compagnie. Avec plaisir. Merci beaucoup de ton invitation, c'était super, j'ai adoré partager tout ça. À bientôt Clotilde. À bientôt, merci. Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!